Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Ludovic, qui est restaurateur, qui a donc une activité chronophage, mais qui arrive à côté à développer un business de location courte durée. Il va nous expliquer aujourd'hui comment il fait pour gérer tout ça. Alors, bienvenue à toi, Ludovic, et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonjour à toi Nico, Donc, ravi de faire ben, cette interview. tu peux tout simplement voilà, déjà nous dire, avant de nous expliquer qui tu es aujourd'hui, comment tu as fait pour te lancer dans la location courte durée, pourquoi tu t'es lancé dans la location courte durée, et puis après nous expliquer comment tu arrives à gérer ça avec une activité aussi chronophage qui est la restauration à côté. Voilà, écoute, moi c'est Ludovic, je suis restaurateur depuis une quinzaine d'années maintenant, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce métier. Et en fait, moi j'ai commencé l'immobilier tout simplement avec le rachat de mon local commercial. Donc ça m'a mis un petit peu l'appétit sur l'immobilier. Surtout, c'était mon ancien patron qui m'a donné un petit peu ce challenge-là. Et en fait, j'ai commencé vraiment par la location meublée classique sur Lyon. Au début, c'était pour la retraite. Et puis après, j'ai fait une formation. Ça, c'était en 2012 que j'ai acheté mon premier bien à Lyon. Et après, en 2018, j'ai voulu l'optimiser en rentabilité. Je me suis dit, bon, il y a moyen quand même de faire un petit peu mieux. Je voyais qu'il y avait la location courte durée qui se développait. Et du coup, j'ai fait une formation pour faire de la location courte durée et je m'y suis mis. Donc, le premier bien a commencé à tourner. Et puis, en parallèle, j'ai fait un autre bien en division, donc toujours pareil sur Lyon. Et je me suis retrouvé en gérer trois d'un coup. Donc, j'ai suivi tout ce que j'avais un petit peu vu sur les forums. Bon, j'avais échangé avec pas mal de personnes. J'avais un petit peu des idées à moi de mon côté. J'ai mis un peu tout ça en route. Et puis, comme je suis à 3 heures de mon exploitation, il a fallu que je trouve des solutions en cas de problème. Donc, en restauration, on est assez structuré, on est assez organisé. On essaie toujours d'anticiper. Donc, en fait, par le biais de mon activité de restaurateur, en fait, j'ai commencé à trouver des solutions pour la location en courte durée pour être tranquille. Après, bon, on va essayer de gérer les imprévus. J'ai appliqué toutes les méthodes qu'on m'a données. Puis après, il y en a certaines que j'ai uploadées. J'ai un peu amélioré tout ça. Et ce qui me permet de gérer, mais vraiment, ça ne me prend pas énormément de temps, quoi. J'ai tout automatisé, que ce soit les entrées et sorties, les ménages. Au tout début, ce qui était un peu plus compliqué, c'était la partie ménage. Trouver un bon prestataire. J'en ai fait deux. Et le troisième, après, tu vois, ça fait plus de 3 ans que je suis avec lui. Et j'ai vite compris qu'en fait, il fallait un petit peu aider, faciliter les choses pour que tout se passe bien, que ce soit pour mon prestataire ou pour moi, ou pour les clients. Et du coup, après, je me suis aussi équipé d'un channel manager pour arriver un petit peu à avoir tout sur mon téléphone. Et en fait, dans ma cuisine, je répondais à mes mails, je changeais mes prix. Donc, ça me permettait d'allier un peu ces deux activités qui sont quand même assez prenantes et qui sont chronophages, quoi. C'est toujours à peu près pareil. Mais bon, comme moi j'ai un petit peu le sens du commerce, que ça me plaît, du coup, moi j'ai vraiment développé la partie commerciale moi-même. Et après, tout ce qui est annonce, tout ça, je l'ai délégué à des personnes qui m'ont fait des annonces, qui m'ont un petit peu aidé à améliorer au fur et à mesure. Et du coup, avec les années, j'ai arrivé vraiment à développer. Au tout début, j'ai eu des ratés, comme tout le monde, je pense. Tu ne peux pas tout réussir parfaitement dès le premier coup. Mais bon, j'avais déjà lancé la machine. Et puis après, là, j'en ai lancé un autre appartement là, depuis l'année dernière. J'ai fait des recherches, j'ai mis 6 mois à trouver. Après, c'était très, très long pour le compromis, tout ça. J'ai géré les travaux. Comme j'étais sur place, que j'ai trouvé ça dans ma ville. Et en fait, pour les travaux, c'était assez simple. J'en ai fait une partie moi-même. Voilà, je faisais mon service du midi. L'après-midi, je tapais un peu dans les travaux. Le soir, je revenais. J'ai un peu géré les artisans. Et on va dire que d'ici 3 semaines, il va être mis en service. Et du coup, voilà, on développe un petit peu ça à côté. Et puis, voilà, ça, je vais bientôt passer sur Superhot, du coup.
Ah ouais, tu vois, je savais même pas. Tu vois, enfin, je savais que tu utilisais un autre channel manager actuellement, mais je savais même pas que tu allais justement passer sur Superhot. Mais enfin, quel était ton objectif ou quel est ton objectif là donc là, tu as commencé l'immobilier en fait il y a 10 ans. Et si je ne me trompe pas, là, ça fait 5 ans à peu près que tu fais de la location courte durée. Quel est Voilà. ton objectif? Tu disais, tu as le sens commercial, mais est-ce que derrière, c'est ton objectif, c'est de préparer une retraite, d'avoir des compléments de revenus, de préparer une certaine succession, je ne sais pas, mais quel est ton objectif quand tu t'es lancé dans la location courte durée ou même plus largement dans l'investissement immobilier? Bah, en fait, moi, c'est dans le but premier, c'était la retraite. Parce que quand tu es commerçant, forcément, tu cotises pas pareil. Donc, j'ai ayant des parents commerçants, ma grand-mère aussi, j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse quelque chose assez rapidement. D'où bah, de commencer l'entrepreneuriat avec un restaurant, développer l'activité, voilà, après faire une partie IMO. Et c'est vraiment un but de la retraite. Parce que bon, bah, je ne connaissais pas forcément le monde immobilier comme je le connais maintenant. Et je ne connaissais pas les capacités que ça pouvait donner. Donc, avec les années, ça a évolué. Et du coup, ben, c'est passé d'un objectif de retraite à un objectif de complément de revenus pour justement le jour où j'arrête mon activité de restaurateur, ben voilà, j'ai une sécurité, un matelas, de me dire, ben voilà, je peux basculer sur une autre activité et ben avoir cette tranquillité de se dire, voilà, on permute et puis ben après, on continue à développer cette activité-là ou on peut faire aussi notre activité en parallèle. Et là, vraiment, l'objectif que j'ai pour les prochaines années, c'est ben, encore de développer cette partie-là et vraiment de me concentrer dans l'immobilier. Alors peut-être que ça va se faire d'ici peu de temps, mais ça me trottait un petit peu depuis le Covid là, de faire un peu agent IMO pour essayer un petit peu d'avoir en primeur les affaires et puis faire un réseau. Chose que moi, là, en tant que restaurateur, j'arrive à faire, mais pas de la même façon. Et je ne peux pas me libérer du temps comme je pourrais le faire sur une autre activité par Parce rapport que aux là, donc, horaires. toi, ça fait 10 ans là, que tu fais de la restauration, ou en tout cas que tu as ton restaurant. Et là, ton objectif, c'est de revendre ton affaire, c'est ça? Voilà, ben, ça fait à peu près 15 ans que je l'ai maintenant, le restaurant, depuis 2006. Et voilà, c'est passé à autre chose. Ben, on a fait notre temps, j'ai fait un petit peu le tour. Et maintenant, ça serait ben, aussi de réinvestir une partie pour développer encore plus rapidement et accélérer d'une manière un peu plus rapide que ce que j'ai pu faire auparavant, quoi. Et justement, tu as un objectif en termes de nombre d'appartements ou en termes de chiffre d'affaires ou de cash flow qui t'amènerait à te dire, bah voilà, c'est ça mon objectif et voilà ce que je veux développer? Ouais, en termes de chiffre d'affaires, bah voilà, la barre fatidique des 100 000 cas. Donc, du coup, là, je vais m'en rapprocher. Mais bon, je crois là, normalement, je devrais être à peu près à 75 d'ici l'année prochaine. Mais le but, c'est vraiment de passer au-dessus des 100 cas. Et après, en termes de revenus, ben voilà, je pense qu'on est un peu tous pareils avec l'inflation et tout. On s'est toujours dit que pour avoir un petit revenu sympa, je pense qu'au moins entre 4 000 et 6 000 euros, on est quand même déjà bien. On n'est pas à plaindre, on va dire. Mais voilà, le challenge, en fait, moi, c'est même pas d'avoir en chiffres, mais bah, de développer, de continuer, et de faire. Après, moi, comme on m'a toujours dit, l'argent, ça vient après, quoi. Tu développes, si ça marche, mais pas de penser à se dire, tiens, il me faut absolument ça. Mais on sait que ça va venir. Et du coup, en ayant un petit peu une assise, c'est vrai que c'est important quand même de développer un peu tout ça. Et puis, c'est plus un challenge pour moi, en fait, de réussir. Mais c'est vrai que je ne me suis pas fixé des gros objectifs. Peut-être c'est un tort, mais après, voilà. Et toi, là, tous tes logements que tu as achetés ou l'ensemble de tes investissements, hormis peut-être tes murs commerciaux, c'est quoi? C'est des logements que tu as achetés à titre personnel ou que tu as achetés en société? Alors moi, j'ai commencé avec mon local commercial, parce qu'en fait, j'ai mon habitation juste au-dessus, donc en SCI, tout premier immeuble, en fait. C'est un immeuble de rapport. Et après, j'ai continué en nom propre, en LMNP. Et après, forcément, j'ai fait la bascule en loueur meublé professionnel.
Et ce n'est pas forcément un statut qui fait peur, du moment qu'on arrive un peu à le comprendre. Moi, dans ma stratégie, mon objectif, en fait, c'est de rester pour l'instant en loi meublé professionnel. Et bon, là, après, je risque de dissoudre la SCI. Donc, je vais rester dans ce mode-là et puis peut-être après développer en société si je trouve un partenariat ou on ne sait pas ce que de demain est fait. Mais Parce c'est que là, vrai que donc, tu vas dissoudre la SCI parce que dedans, il y a donc ton restaurant que tu risques de revendre, c'est ça? voilà. Et justement, tu disais, parce que c'est vrai que pour beaucoup, le statut LMP, c'est un statut qui fait très peur. Et toi, bah, tu le vis, ce statut-là. Tu disais toi-même, il n'est peut-être pas si pire qu'on le pense. Toi, justement, comment tu gères ce statut? Est-ce que toi, l'idée, c'est de toujours être en déficit pour payer le minimum de SSI possible, pour pouvoir vivre sur du cash flow et puis continuer toujours à investir? Ou est-ce que c'est une autre stratégie que tu as avec ça? Comment toi, tu gères ce statut-là? Ben, moi, je gère vraiment à mon cas propre. Oui. C'est je vais continuer à faire du déficit, quoi qu'il en soit. Et puis comme ça, chaque fois qu'on peut acheter des biens, bon, on a la mesure du possible parce que comme ça se resserre un peu sur le niveau bancaire, mais de pouvoir justement ben, arriver à être en déficit, vivre là sur une courte période de mes revenus. Mais pour continuer à acheter, de toute façon, il va falloir avoir une activité pérenne. Ouais, il faut montrer quand même pas de blanche à la banque. Et c'est pour ça que je vais continuer à avoir une activité professionnelle à côté, mais toujours rester en LMP. Et bon, après, une fois qu'on est bien accompagné avec un comptable, qu'on a les bons renseignements, qu'on gère bien le bateau, on va dire, bah, du coup, on arrive à s'en sortir pas trop mal avec ce statut. C'est vrai qu'il fait peur avec beaucoup de monde parce qu'on a les cotisations sociales. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas trop suivi parce que bah, je suis déjà indépendant, donc on les paye déjà et on sait ce qu'on paye, on connaît le mécanisme un petit peu plus facilement qu'un particulier qui bascule comme ça du jour au lendemain, qui n'a pas forcément cette notion-là. Et la base, de toute façon, c'est d'être accompagné. Un comptable, avoir une vision, pas attendre le dernier moment. En fait, c'est piloter comme une entreprise, parce que de toute façon, c'est une entreprise individuelle. Donc, ça se pilote. C'est comme les appartements. Ben voilà, quand on sait qu'on a des travaux, ben, il faut anticiper. Il faut avoir un petit peu de trésorerie pour après, je sais pas, faire un coup de peinture, ben, s'occuper de changer des éléments s'il y a besoin. Voilà, donc, du coup, même, le fait que ça soit un peu cette façon de penser, ben, du coup, on arrive facilement à s'en sortir et ça ne fait pas peur. On arrive bien à l'appréhender en fait. Non, mais c'est extrêmement important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des pratiques, des bonnes pratiques à avoir pour réussir à se développer assez rapidement dans l'immobilier au sens large, mais il n'y a pas qu'une seule manière de le faire. Et donc, c'est important d'être accompagné ou d'être conseillé en fonction de notre cas particulier. Et toi-même, tu l'as dit tout à l'heure en commençant ta phrase, dans ton cas particulier. Et c'est très important de dire ça parce qu'on voit de plus en plus de gens qui disent qu'il n'y a qu'une seule méthode. On parle toujours de la SILIS, on parle toujours du statut LMNP. Mais il y a différentes manières de fonctionner en dépendant tout dépend de sa situation personnelle. Et donc ça, c'est important, comme tu le dis, d'être conseillé. Il y a des experts comptables et des avocats qui sont là pour ça. Et c'est important de le faire, comme je le dis souvent, de ne pas vouloir se faire conseiller parce que ça coûte un certain prix. Bah, le pas cher peut vite coûter cher au bout d'un moment. Donc ça, c'était vraiment un conseil que je voulais vous partager. Et c'est très bien que tu aies pu l'évoquer. Et tout à l'heure, on parlait de l'activité chronophage de restaurateur et tu disais aussi les restaurateurs ont l'habitude, voilà, c'est assez carré dans leur brigade et toi-même, tu as voulu retranscrire des choses dans ta location courte durée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, tout simplement, un client, un voyageur réserve sur Airbnb, Booking ou sur n'importe quelle plateforme où tu as mis ta location, comment après ça se passe concrètement, quel message il reçoit, comment tes réservations se synchronisent, comment ton prestataire, tu le drives pour que ça se passe au mieux. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, voilà. Ben, en fait, moi, j'ai un parcours de séquence de mails lorsqu'il y a une réservation. Donc, dès qu'il a la réservation, il a la confirmation. Je redonne tous les éléments importants liés à la réservation avec l'adresse, les heures d'arrivée. Je leur mets un petit lien pour télécharger. Ben, pour la ville de Lyon, j'ai mis beaucoup de choses. Ben, j'ai mis un lien où dedans, il y a un pack ben, avec
la carte de la ville. J'ai mis aux alentours tout ce qui est parking. J'ai mis tout ce qui est commerce, j'ai mis les numéros, j'ai mis tous les détails qu'on a besoin à savoir dans le logement. Donc, du coup, il peut déjà l'avoir en numérique lorsqu'il a la réservation. Il peut le consulter avant l'arrivée. Après, je fais des rappels pour l'arrivée en donnant un petit lien où justement il y a un guide d'arrivée. Donc, en fait, moi, j'ai créé tout seul sur Canva un petit guide d'arrivée. Donc, vraiment, j'ai mâché, entre guillemets, le travail pour le client. Donc, dès qu'il consulte le guide, ben voilà, c'est imagé, il y a du texte, donc il y a tout en détail pour que vraiment, quand lui, il arrive, comme il y a pas mal de gens qui arrivent après un avion, un train, quelques heures de voiture, vraiment pour les mettre en bonnes conditions, qu'ils ne soient pas stressés, qu'ils ont lu un petit peu avant, voilà, il faut aller à tel endroit, là, il y a la boîte à clés, les codes sont arrivés un petit peu avant, je les remets aussi dans mon guide. Et au moins, comme ça, il arrive, il est pas stressé, il a toutes les infos. Moi, du coup, ça ne me dérange pas. Alors que ce soit sur mon site internet, sur Airbnb et Booking, moi, j'utilise que 3 canaux. J'ai exactement la même façon de faire. Je renvoie un petit message pour savoir s'ils sont bien installés, si tout va bien. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un événement, je ne sais pas, une lampe qui grille, je sais pas, un chauffe-eau qui ne marche pas. Enfin, il peut y avoir tellement de choses. Donc, du coup, moi, je renvoie toujours un petit message pour savoir si tout est OK pour eux. Et puis, avant de partir, j'envoie encore un petit message avant le départ pour leur rappeler voilà, des trucs basiques, hein, mais éteindre la lumière, s'ils peuvent remettre des objets à leur place, ils ont tout déplacé. Voilà, rien laisser dans le frigo, vider leur poubelle, en fait, pour avancer aussi ma prestataire de ménage. Essayer d'avoir vraiment des petites tâches pour qu'ils les accomplissent. Et du coup, ma femme de ménage, après, quand elle arrive, voilà, c'est déjà tout en ordre. Elle gagne du temps aussi. Donc, comme il n'y a pas que les miens d'appartement, voilà, c'est aussi une bonne entente avec sa prestataire. Il faut aussi aller dans le sens de la prestataire. Pas se dire, bon, voilà, elle fait le ménage et s'en foutre. Vraiment les aider au maximum pour que déjà le client, quand il arrive, ça soit prêt en temps en heure. Que les prestataires restent, parce que c'est un travail qui est quand même pas évident. Et après, une fois que le client est parti, toujours un petit message pour le remercier, pour les renvoyer sur mon site internet avec une petite réduction. Comme ça, du coup, j'essaie de les fidéliser comme ça. Moi, je sais qu'ils ont mon numéro de téléphone. La plupart du temps, ils m'appellent en direct. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends la réservation en direct ou sinon, je le mets je leur renvoie les données et comme ça, au moins, ils regardent en temps réel mes résas et du coup, après, ils se débrouillent tout seuls, ils payent tout seuls, c'est tout automatisé pour les paiements. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Moi, je fais juste un petit peu de contrôle au niveau des paiements, ce qui est normal, voir si tout est passé. Mais en général, il n'y a quasiment pas de problème. Et du coup, ouais, pour la séquence de messages, ça se passe quand même pas mal. Et c'est tout avec le channel manager. Donc, ça, c'est vraiment top. Et toi, ton prestataire de service, comment il sait justement qu'il a un ménage à faire? Moi, je lui donne accès à mon planning. Donc, l'accès est restreint. Il peut regarder mon planning. Donc, du coup, il y a les horaires d'arrivée, les horaires de départ. Des fois, je mets des petites notes quand il y a une petite demande qu'on peut arriver à la satisfaire. Mais en général, elle sait à peu près à quelle heure arriver. Bon, on garde toujours un petit peu de marge au cas où il y a un départ qui soit un petit peu à 10 minutes près. Mais ça, après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai checké ma prestataire. En fait, je l'ai un peu aidé à se former aussi quelque part. Moi, elle savait déjà le faire, mais moi, j'ai donné un petit peu des astuces aussi. Et dans tous mes appartements, j'ai des caves. Donc, du coup, ça fait que j'ai tout entreposé dans mes caves. Que ça soit produits d'entretien, le linge, que ça soit des ampoules d'avance. Et en fait, dès qu'il y a un souci, une ampoule qui grille, elle a juste à descendre, remplacer tout ce qui est vraiment basique. Elle va pouvoir le faire toute seule. Dès que ça commence à être compliqué, après, ça, elle peut m'appeler. En général, pour l'instant, il n'y a pas eu de problème parce que mes logements, à chaque fois, je refais à neuf. Donc, du coup, on est tranquille pendant quelques années. Et j'ai même une cafetière d'avance, une bouilloire d'avance. Au cas où vraiment j'ai un vol, je sais que j'ai toujours quelque chose
qui est à disposition et elle ne perd pas de temps. Moi, je ne perds pas de temps. Elle me fait des photos quand s'il y a quelque chose. S'il y a eu une odeur de cigarette, ben voilà, elle me renvoie un texto. Et après, moi, je fais les demandes sur Airbnb. C'est peut-être ça qui est un peu chronophage s'il y a un souci. Mais après, honnêtement, en 4 ans, je crois qu'on a dû me piquer peut-être une fois la cafetière. Et c'est le bout du monde, quoi. Il n'y a pas de gros Toi, soucis. sur Airbnb, donc tu utilises Aircover, mais sur Booking, tu fais comment? Tu prends une empreinte bancaire pour la caution? Oui, oui. Ouais. J'ai le paiement de la caution, j'ai pré-autorisation de la caution de la carte bancaire. Et sur mon site internet, pareil. Airbnb, bon, bah, du coup, ECR Cover. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment tout détailler. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de checker ses prestataires. Du coup, ils ne sont pas forcément au courant de comment ça marche Airbnb. Des fois, il y a des choses qui sont remboursées et d'autres pas. Mais le fait aussi d'avoir tout ce qu'il faut, tout en détail, je ne sais pas, ça peut être bête, mais une table où il y a une cigarette qui a été posée, mais au moins des photos, vraiment, plus on a de détails, mieux c'est. Même si des fois on ne les utilise pas, mais au cas où on ait besoin avec Airbnb, on sait, on a de quoi dégainer, on a des cartouches d'avance. Non, non, bien sûr, il faut vraiment documenter un maximum si on veut que Aircover, enfin, en tout cas, l'assurance d'Airbnb prenne en charge les choses. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et je pense que tu vas demander la même chose, hein, demander de avant de toucher à quoi que ce soit, prendre des photos, des vidéos. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce que sinon, effectivement, on risque de ne pas être remboursé. Et tu disais là, donc ça fait maintenant presque 3 ans que tu travailles avec ce prestataire de service. Tu as eu du turnover auparavant, comme beaucoup d'entre nous. Comment justement tu as drivé, tu as formé cette personne? Est-ce que tu as des astuces à nous dire? Et puis surtout, comment tu as trouvé cette personne? Parce qu'on le sait toujours, hein, que dans la location courte durée, automatisée, c'est une chose bon, qui est déjà assez complexe, mais une fois qu'on le maîtrise, ben ça, on sait qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, le nerf de la guerre, c'est la partie humaine qui est dans la location courte durée et donc la partie prestation de service. Et c'est important de bien faire les choses. Donc, est-ce que tu as des choses, des trucs et astuces à nous partager à ce sujet? Oui, bon, après moi, j'ai trouvé sur Je me propose. En fait, c'est elle qui m'a démarché. Parce que même quand j'avais un prestataire, j'ai toujours une annonce en cours pour avoir un petit peu des retours. Et au cas où il y en a un qui lâche, j'ai toujours un deuxième prestataire sous le coude. Et en fait, elle m'a contacté. Le courant est passé au téléphone, un petit peu discuté. En fait, sa façon de voir les choses était un peu identique à la mienne. Et si j'avais un petit conseil à donner, en fait, il faut aller dans leur sens. Et être humain et penser aussi, dès qu'il y a un problème dans notre appartement, pas faire la politique de l'autruche et pas réagir. Voilà, s'il y a, je sais pas, un meuble cassé, trop attendre. En fait, voilà, il faut travailler main dans la main pour que justement on arrive à performer ensemble. Parce que si on a des bonnes notes, on a des réservations, on fait du cash flow, elle travaille, elle a des prestations. Euh, que ce soit elle ou moi de mon côté, dès qu'on a une petite astuce qu'on voit, je sais pas, sur Internet, un forum, un ami, on essaye de se poser la question, de dire, tiens, si on mettait ça en place, est-ce que ça serait pas mieux pour nous, pour simplifier, pour les clients? On essaie toujours d'améliorer. Et avec le temps, c'est devenu un peu une amie. Et voilà, des fois, on ne peut pas tout savoir. Donc, du coup, on essaie de partager. Et je pense que le fait d'avoir ressenti un peu un propriétaire qui était un peu investi, qui l'accompagnait un peu, ça l'a conduit un peu avoir à se rapprocher un peu plus, quoi, et vraiment à travailler main dans la main. Et quand elle a voulu développer un peu son activité, voilà, moi, je voyais un peu comment ça marchait. Comme j'avais un peu du personnel, du coup, je lui ai donné quelques astuces. Et moi, à la base, en fait, je suis maître d'apprentissage, donc du coup, j'ai un peu l'habitude avec les apprentis, avec des personnes plus âgées, c'est à peu près similaire. Ce n'est pas pareil, mais c'est à peu près la même chose. Donc, je pense qu'il faut être humain tout simplement, être compréhensif. Ça ne sert à rien de crier, de donner d'envoyer des pics. Ça n'a aucun but. Le tout, c'est de trouver des solutions. Voilà, s'il y a un problème, hop, on essaie de trouver une solution, on passe à autre chose. En fait, pour nos deux activités qui sont complémentaires, c'est du gagnant-gagnant en fait. Ah bah tu viens de tout dire, tout résumer. Effectivement, il faut que ça soit
Gagnant-gagnant. Et comment toi tu fais? Parce que tout à l'heure, tu parlais que tu avais donc des caves et tu disais également, tu parlais de blanchisserie. Comment tu gères ça? Le linge, comment tu gères les consommables, le papier toilette, les cafés, le thé? Comment tu gères ça à distance? Est-ce que c'est ta dame de ménage? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que de temps en temps, tu fais des allers-retours pour gérer ça? Comment tu te charges de cette partie-là qui est souvent oubliée dans la logistique? Ben, moi, en fait, comme j'ai les caves, ben, j'ai la chance de pouvoir stocker. Donc, tous les 1 mois et demi, 2 mois, j'arrive avec ma voiture, je fais mes courses chez moi. Et puis, du coup, je stocke et j'essaie toujours d'avoir au moins 4 5 mois d'avance. Comme ça, s'il y a une fois où je ne peux pas venir, que j'ai un problème de santé ou de voiture, etc., ça me permet de me dire, ben voilà, ma femme de ménage, tout ce qui est consommable, elle a tout ce qu'il faut. Après, le linge, c'est elle qui s'en occupe. Donc, du coup, elle a une personne qui vient chercher le linge. Elle le met dans ma cave. Après, dans mes appartements, j'ai des petites places où j'ai des kits d'avance. Comme ça, les femmes de ménage, ben, du coup, elles n'ont pas à chaque fois à descendre à la cave. Parce que en général, c'est au sous-sol. Donc, elles ont peut-être 2 étages à descendre. Mais bon, dans le but d'optimiser, on a préféré avoir des petites caissettes où on a 3 kits d'avance. Comme ça, ben, en fait, elles prennent à chaque fois leur linge d'avance. Elles descendent juste le sale. Il y a une personne qui passe récupérer le sale une fois par semaine. Et après, la blanchisserie, c'est ma prestataire qui s'en occupe chez elle. Bon, c'est un peu du boulot, mais au moins, moi, ça m'évite d'avoir des problèmes, de tout le temps amener en étant loin. Ben voilà, moi, je m'occupe vraiment que du consommable. Et ça me permet aussi, ben, lorsque je viens pour un petit peu déballer mes consommables, ben, de faire un petit tour dans l'appartement, voilà, vérifier que tout est bien, le ménage est bien fait. Voilà, s'ils n'ont pas eu le temps de faire, ben, je fais un petit ménage de fond, mais c'est assez rare. Ça, c'est prévu avec elle. C'est elle qui me l'avait proposé. C'est vrai que beaucoup de propriétaires ne pensent pas que ben, faire vraiment le ménage, que ce soit tout le temps parfait, ben, c'est du temps à passer dans l'appartement. Donc, on fait le ménage classique à chaque fois. Mais on va dire une fois par mois, il faut faire un petit ménage de fond, des endroits où on n'a pas trop le temps de passer. Et ben, ça, moi, c'est ce qu'elle fait. Donc, ça m'évite de le faire moi. Et du coup, ben, je peux aussi, ben, voilà, au tout début, j'allais démarcher un petit peu les entreprises autour, les bars, les restaurants pour essayer un petit peu de donner des cartes pour ben, arriver à passer vraiment beaucoup en direct. Et puis ben, maintenant, voilà, le réseau il s'est un petit peu fait avec les années. Et du coup, ben, j'ai des gens qui reviennent souvent. J'ai des personnes des alentours ben, qui me conseillent. Ben, j'essaie de mettre un petit peu des partenariats en place avec les restaurants qui sont juste à côté. Du style, ben, la personne, elle vient, ben, voilà, elle a, je ne sais pas si c'est un restaurant, elle a un café ou je sais pas, un petit digestif, quelque chose de pas trop cher pour le restaurateur ou le commerçant. Et voilà, c'est le petit plus parce que lui, il sait que moi, à chaque fois, je vais lui ramener du monde toute l'année. Ce n'est pas forcément des gens qui iraient tout le temps. Parce que c'est vrai qu'en courte durée, on a beaucoup de stagiaires, de gens qui font des formations. Ils veulent se détendre le soir. Donc, on est sûr, pas à 90%, mais presque, qui vont y aller quelques fois pendant le séjour. Et sur les retours que j'ai, c'est souvent le cas. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, tiens, moi, ça me permet d'avoir un petit plus pour mon client. Et le restaurateur, ben, lui, travaille un peu plus ou les commerces à côté. Mais après, c'est dur à mettre en place quand même ce genre de Parce que justement, comment tu partenariat. mets en place ça? C'est-à-dire qu'il y a on va dire, une carte de fidélité ou une carte de visite qui est spécialement mise dans ton logement et qui est liée à ton logement, qui fait que quand le client vient avec ça voir le restaurateur, il sait que ça vient de toi. Comment tu gères ça? Ah ben, en fait, moi, c'est pas compliqué. J'ai une carte de visite et du coup, ben, il la présente au commerçant. Et comme ça, il sait qu'il vient de mon logement. Et du coup, ben, voilà, il lui applique la réduction. Moi, j'ai le même système pour le restaurant. Tu vois, c'est le guide du routard. Les gens, ils ont leur guide du routard dans la main. Ils nous le présentent. Et nous, on a passé un petit contrat avec le guide du routard. Ben, voilà, les personnes qui viennent, qui nous montent le livre, on leur offre un café, ça peut être un digestif, un apéro, ça change au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, du coup, j'ai dupliqué de ce que j'ai vu sur mon activité. Après, si j'étais peut-être dans un lieu un peu plus touristique, du style à la montagne ou à la mer, euh, là où on peut avoir, tu sais, les locations de bateaux, le kitesurf, etc. Ben là, c'est un peu plus facile à mettre en place ce genre de choses.
que sur Lyon, ben voilà, une entrée dans un musée, c'est un peu compliqué d'avoir des réductions. Ça ne joue pas trop forcément le jeu. Mais voilà, on essaie de faire un petit peu du mieux qu'on peut. Après, voilà, on n'a pas forcément toutes les idées aussi. C'est pour ça que c'est important de partager et de trouver un petit peu les idées au fur et à mesure, hein, de s'améliorer aussi. Et toi, tu vends dans tes logements des upsells, je sais pas, une entrée anticipée, des départs tardifs, la mise en place d'un lit parapluie, enfin, j'en sais rien. Est-ce que toi, tu vends des options ou pas dans tes logements? Alors, j'ai essayé un petit peu. Bon, comme je suis à distance et que la plupart du temps, la prestataire, ils sont quand même assez tenus par le temps, j'ai essayé un petit peu avec le lit parapluie, mais moi, c'est des petits studios de 22 mètres carrés, donc ils sont déjà très bien équipés. Mais c'est vrai qu'un lit parapluie, moi, j'ai pensé plus par rapport aux nuisances de la copro. Alors, j'ai quand même essayé une fois parce que j'ai eu la demande, je l'avais prévu. Mais alors, pour faire payer et tout, bon, c'est un peu plus compliqué le temps que ma prestataire aille le chercher à la cave, qu'elle remonte. Voilà, si on n'a pas eu la demande vraiment en amont, je l'ai fait quelques fois, mais ça a été compliqué. Comme par exemple, ben voilà, de proposer, je sais pas, des bouteilles de coca ou autre en supplément. Ça aussi, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Quand on est à distance, il faut trouver vraiment aussi le prestataire qui accepte de le faire et qui a du personnel qui y pense et qui n'oublie pas. Parce que si on le propose et que le client paye et qu'il n'y a pas la prestation en face, du coup, après, ce n'est pas très bon. Donc, j'avais essayé. Après, là, je me suis rabattu plus sur le parking. J'ai trouvé un parking à 1 minute à pied dans une résidence qui est juste à côté, qui veut des parkings. Et en fait, j'ai essayé au tout début de le faire à la journée. Et puis, en fait, c'était un peu plus compliqué avec mon channel manager. Donc, en fait, si une personne restait pas longtemps, ça faisait pas cher. Et si elle restait au moins 3 semaines, ça commence à faire un budget, quoi. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je l'ai inclus dans la location. J'ai mis un peu plus cher. Je me suis à peu près aligné au prix du marché qui était à côté de moi. Et du coup, j'arrive à retomber sur mes pattes. De toute façon, ça me fait un petit peu d'upsell. Ce n'est pas optimisé à fond, mais sur ce point-là, non, je n'ai pas trop fait d'upsell. Après, je ne sais pas si toi, tu en fais beaucoup, si tu as des tips. J'en fais pas beaucoup, mais je fais deux choses. C'est l'entrée anticipée. Mhm. Mes clients en temps normal peuvent arriver à partir de 17 heures, mais je leur permets d'arriver à partir de 16 heures pour 10 euros supplémentaires. Et moi, en fait, ça ne demande pas d'organisation parce qu'en fait, à mes prestataires de service, je leur demande de faire le ménage entre 11 heures et 16 heures. Donc, quand les clients payent, je suis sûr que c'est prêt. Parce que moi aussi, j'ai testé le lit parapluie, j'ai testé d'autres choses aussi, la mise en place d'alcool ou autre. Bon, déjà, il y a des histoires de TVA, mais au-delà de ça, ou de licence, mais au-delà de ça, il y a aussi la logistique qui va derrière. Et à un moment donné, certes, oui, c'est pour gagner de l'argent, mais il faut aussi penser à la logistique, l'organisation, la charge mentale qu'il y a derrière pour mettre tout ça en place. Et moi, j'ai vraiment une optique 80-20, c'est-à-dire à bout d'un moment, à réfléchir 80, enfin 20% d'efforts pour 80% de bénéfices, ça m'intéresse. Par contre, faire 80% d'efforts pour avoir 20% de bénéfices en plus, au final, ce n'est pas toujours intéressant. Et en plus, ça met en tension tes équipes. Donc, j'ai déjà testé plein de choses, mais pour l'instant, hormis les entrées anticipées, il n'y a rien d'autre que je fais. Et puis après, ça, ce n'est pas des upsells, mais quand tu viens pour 3 ou 4 personnes, voire plus, tu as un prix supplémentaire par personne. C'est là où aussi je peux me faire un peu plus d'argent. Et dernière question, parce qu'en fait, tu me l'as appris tout à l'heure. Enfin, je sais que tu m'en avais parlé un peu, mais je ne pensais pas que ça serait aussi précoce. Tu disais que tu allais passer sur Superhot. Qu'est-ce qui t'amène à faire ce choix? En fait, c'est l'automatisation. Comme je veux vraiment automatiser, mais encore plus, voilà, moi j'avais un bon channel manager. Le problème, c'est qu'il y avait des petits détails que tu as en plus sur Superhot et qui sont assez pratiques. Donc, c'est ça qui m'a fait passer le cap parce que du coup, ça va me libérer du temps et c'est ce que j'ai encore envie de me libérer un peu plus, quoi. Et est-ce que justement, tu as je sais pas, un ou deux trucs pratiques que tu as vu dans Superhot que toi, tu n'as pas, est-ce que tu as des exemples par rapport à ça? Voilà, l'envoi des codes. Alors moi, j'ai fait sous forme de lien, mais c'est vrai que là, je vais équiper mon prochain appart de Igloo Home, la serrure connectée. Donc, du coup, ça va envoyer les codes automatiquement.
Et ça, j'aurais rien à faire en fait. Donc, et puis ce qui me fait faire ce choix aussi sur ce serrure connecté, c'est que du coup, il n'y a pas n'importe qui pourra rentrer, quoi. Il va avoir un code pour le prestataire, et puis voilà, de telle date à telle date, tu as ton code, et puis si tu pars pas avant, voilà, après, le code, il s'efface, et puis on passe à un autre client, quoi. Au moins, je n'ai pas de personnes qui vont revenir. C'est toujours un petit peu ce truc qui est embêtant avec la location courte durée, c'est que on a des codes, les gens peuvent peut-être revenir. On ne sait jamais trop qui c'est qui est dans nos appartements. En général, bon, ça se passe bien, mais par mesure de sécurité, c'est quand même bien de pouvoir changer. Alors, je l'ai fait jusqu'à présent sur mes appartements avec les boîtes à clés. Ça se passe très bien, mais encore une fois, c'est chronophage. Il faut que tu ailles changer les codes. C'est toujours un peu le même souci. Bon, quand tu es à distance, on peut te le faire, mais c'est vrai que c'est quand même plus sécurisant d'avoir cette serrure connectée là. Non, Donc, mais c'est il vrai y que a ça. ça, je le partage parce que moi, j'ai vécu premièrement des clés qui ont disparu et pendant le confinement, des squattages d'appartements où il n'y a pas eu de dégradation majeure, mais tu reviens et tu vois que l'appartement a été utilisé alors qu'il n'y avait personne dans le logement. Ça, c'est vrai qu'avec des serrures connectées, ça peut plus arriver. Ça me permet aussi à distance, par exemple, quand j'ai des livreurs qui viennent ou même la dernière fois, j'avais un problème avec ma fibre. SFR est venu, je n'étais pas sur place, c'est trop loin. Et en fait, quand ils sont arrivés, je leur ai dit, bah voilà, je vous ai créé un code unique. Vous utilisez le code, vous allez dans le logement, vous faites ce que vous avez à faire. Le code était valable que 3 heures. Jusqu'à une fois qu'il a remis les clés dedans, il ne peut plus réutiliser le code. Et tout ça fait qu'aussi, c'est plus simple. La dernière fois, pareil, j'ai un client, il était coincé devant je sais pas, il n'arrivait pas à utiliser le boîtier Igloo Home. Bah, j'ai pu l'ouvrir à distance. Et c'est vrai que tout ça, ça fait gagner énormément de temps parce qu'une boîte à clé manuelle, c'est sûr, c'est pas cher. Par contre, il faut se déplacer pour aller ouvrir la boîte à clé à la personne si elle est en difficulté devant une boîte à clé parce qu'elle est plus âgée ou parce qu'il y a un petit problème technique. Et enfin voilà, moi je trouve que c'est un confort. Surtout, bon, voilà. Je me dis que maintenant les serrures connectées fonctionnent bien. Il y a encore quelques années, je ne prenais pas les serrures connectées parce qu'il y avait encore souvent des bugs. Mais là, franchement, en tout cas pour Igloo Home, Nuki et The Case, ces trois marques que je maîtrise bien, en termes voilà, de technologie, c'est maîtrisé. Et on sait qu'il y a plus de bugs par rapport à ça. Et ils ont des intégrations faciles à mettre en place avec plusieurs channel managers, dont Superhot. Et ça, c'est quand même très facilitant. Et en plus, je trouve que ça fait beaucoup plus professionnel lorsque les gens arrivent aussi. Ah oui, moi je partage ton avis. Les bugs aussi sur les serrures connectées, c'est ça qui me faisait pas passer le cap il y a quelques années. Et du coup, comme ça marche vraiment tout le temps, alors après, ça n'empêche pas d'avoir une boîte à clés de secours. Moi, j'aime bien avoir un plan A, B et C au cas où. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Je vais avoir sur mon nouvel appartement une serrure connectée. Et dans ma boîte à lettres, j'aurai quand même une boîte à clés au cas où on puisse ouvrir. Et ça, c'est quand même pratique. Mais soit au-delà de ça, sur Superhot, il y a aussi l'envoi des contrats de location que je n'avais pas forcément de la même manière qu'avec eVivo, comme channel manager que j'ai. Il y avait aussi le fait de pouvoir contrôler le son, contrôler peut-être la température de ton logement. Donc ça, moi, sur celui que j'ai fait là, j'ai vraiment optimisé un peu. J'ai essayé un petit peu d'effacer toutes les erreurs que j'ai fait un peu précédemment et puis d'optimiser pour être encore plus tranquille sur celui-là et puis pour les prochains. Non, effectivement, avec Superhot, tu peux, en l'occurrence, là, par exemple, utiliser la station météo de Netamo que tu mets dans ton logement. C'est assez discret et en plus assez design et qui te permet de contrôler d'une part la température dans ton logement, mais aussi de contrôler le bruit parce qu'il y a un sonomètre dedans dans cette station météo et effectivement d'être alerté lorsqu'il peut avoir divers problèmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, dans un de mes logements, je l'ai. J'utilise pas trop pour la partie sonomètre, mais plutôt pour la température. Et ce qui me fait qu'à distance, parce que j'utilise aussi l'application TUYA, c'est TUYA, et qui me permet de contrôler à distance la température et la clim dans notamment un de mes logements. Et quand un client me dit il fait trop chaud ou trop froid, ça peut arriver, déjà ça me permet de contrôler ses dires et aussi de gérer à distance les choses. On peut même créer des scénarios. Donc ça, c'est avec une application en plus de Superhot. Mais voilà, on peut vraiment aller très loin. Après, ce que je le dis souvent aussi, attention,
Le but, c'est pas, la priorité, c'est pas de créer de la domotique pour de la domotique. Il faut que ça en ait un intérêt. Moi, j'ai mis ça en place parce que c'est un logement qui est sous les toits et qui est pas très bien isolé et qui fait qu'en termes de température, je sais qu'il peut avoir des problèmes à ce sujet. Il faut donc être assez réactif. Je l'avais utilisé aussi sonomètre dans un autre logement qui était susceptible d'avoir beaucoup de fêtes, mais depuis ce logement, je ne l'ai plus. Mais voilà, l'idée, c'est pas de faire de la domotique pour dire de faire de la domotique, mais vraiment voilà, se dire quel besoin j'ai pour ce logement. Et en fonction de ça, par contre, c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui existent et qui peuvent être mis en place, qui peuvent être assez facilement intégrables. Il ne faut pas être un pro ou un confirmé de l'ordinateur pour faire ça, ou de la programmation. C'est assez intuitif. Et ça, c'est franchement intéressant. Et puis, dernière question avant que voilà, je te libère, parce que je pense que ce soir, tu as encore peut-être un service à gérer. Comment toi, alors tu disais tout à l'heure que tu avais de plus en plus de réservations en direct grâce à ton réseau, etc. Est-ce que tu sais à peu près le pourcentage de réservations que tu as en direct ou via ton site internet? Oh, je dois être à entre 20 et 30% maintenant. Ok, donc ça Après, c'est bon, quand on même peut toujours exceptionnel. améliorer, mais et justement, le fait aussi de passer sur Superhot, c'est essayer un petit peu d'améliorer encore ce petit pourcentage pour vraiment amener un maximum de réseaux. Parce on a bien vu avec le Covid, tout ça, que ben, voilà, les annulations en cascade d'Airbnb qui ne prenaient pas en charge, ben, c'est quand même bien d'avoir vraiment son propre site. Ben, c'est vraiment indispensable à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Et puis pour les commissions, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, c'est pareil, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire ton voyageur paye moins, toi tu payes pas de commission, donc c'est gagnant-gagnant. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de développer un maximum ses réservations en direct ou son réseau, même si ce n'est pas toujours évident, parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Airbnb, comme Booking aussi, ils ont une capacité publicitaire qui est extrêmement importante. Et donc, il ne faut pas tenter d'aller, de tenter de les concurrencer à ce sujet, mais plutôt d'être plus intelligent que ça et justement de se dire, voilà, il y a des gens qui sont venus via Airbnb, via Booking pour une première fois. Après, je vais essayer de les fidéliser autrement pour qu'ils reviennent la prochaine fois directement sur mon site. Moi, je trouve en tout cas que le chiffre que tu viens de partager, 20 ou 30%, c'est énorme déjà, c'est très bien. C'est un gros travail, c'est très bien. Donc, est-ce que justement, avant de nous laisser, est-ce que toi, tu as un petit truc à nous partager? Toi, par exemple, quel type de message t'envoies pour que les gens reviennent sur ton site internet? Je sais pas, quelle promo tu leur proposes pour que ça soit beaucoup plus intéressant de venir sur ton site internet? Voilà, est-ce que tu as des choses à nous partager pour que nous aussi, dans la communauté automatique BNB, on puisse atteindre un peu les chiffres et les résultats que tu as? Ben voilà, en fait, moi, mon message de fin de séjour, ben, je les remercie d'être venus, d'avoir respecté aussi le logement. Puis on va dire, à 99%, c'est quand même toujours bien laissé comme il faut. Et en fait, ben voilà, je leur dis qu'ils peuvent passer pour leur prochain séjour ou des proches en passant par mon site internet, ils ont une réduction de 10%. Donc, du coup, je leur donne un petit code promo. Et du coup, prochaine réservation, bah, hop, ils rentrent et puis ça leur fait la promotion directement. Et puis, le fait aussi d'entrer un peu en contact, je pense que ça y fait beaucoup de remercier les gens. Ils se sentent un petit peu quand même valorisés et on les remercie. Et on leur propose quand même une réduction. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde sait qu'en passant en direct, ben, bon, on paye moins cher. Donc, le but premier, il est atteint, quoi. On arrive à les fidéliser, leur faire payer moins cher et c'est encore une fois du gagnant-gagnant. Et du coup, moi, j'ai pas mal aussi de personnes qui me contactent directement, qui m'envoient un message. Est-ce que vous avez une nuit? Ils ne vont pas forcément directement sur le site, mais avec le temps, ben voilà, j'ai ça qui se met en place. Et du coup, ben, hop, je leur dis, ben, écoutez, allez regarder sur le site. Ils ont déjà leur code promo. Et j'ai aussi, sur les personnes qui viennent vraiment régulièrement, j'ai un code fidélité. Donc, du coup, je préfère voilà, avoir un code fidélité pour les personnes qui vont venir vraiment beaucoup dans l'année, qui font du professionnel sur place. Et au moins, je suis sûr que ben, j'ai une personne qui ne va pas être embêtée. Il va arriver, il ne va pas me dégrader le logement, il va toujours en parler autour de lui. Ils font beaucoup de comparaisons en plus, les personnes avec les logements où ils ont déjà logé. Donc, pour peu que tout soit bien passé, ben, c'est agréable pour eux. Et ça leur fait un petit peu leur petit repère et à prix assez compétitif, quoi.
Eh ben, un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. Pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, sous cette vidéo, il y a un espace membre gratuit où vous pouvez justement accéder à mon guide de bienvenue, à la séquence mail que j'utilise. J'ai également fait un tuto de 45 minutes où j'explique comment automatiser sa location courte durée avec Superhot au bout de 45 minutes, ni plus ni moins. Tout ça, c'est sous cette vidéo pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Automatique BNB. Je te remercie encore, Ludovic, pour tout ce que tu nous as partagé, pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui entre tes deux services. Je te dis encore merci et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci à toi, Nico. Ciao.